Congo et qui est devenu une sorte d'inspirateur du pouvoir congolais dans les persécutions dites ethniques contre les Banyamulenge, les Tutsis, les Hema, etc. Donc on voit s'installer une sorte d'arbre malfaisant avec des puissantes racines qui plongent dans le prurit raciste et négationniste d'autrefois. Merci. Pourquoi cette appellation crime judiciaire d'État ? Parce que c'est un crime judiciaire d'État. Ce n'est rien d'autre que cela. En réalité, vous vous trouvez devant un appareil judiciaire légitime, officiel, avec des enquêteurs officiels de l'appareil d'État, et vous vous rendez compte que ces gens vont construire un narratif qui est contraire radicalement à la vérité. Permettez-moi de donner 2-3 exemples, et qui vont même plus loin, qui sont des exemples de fraude. Il se fait que le dossier révèle qu'un certain M. Rouzibiza vient dire qu'il faisait partie du commando qui a tiré sur l'avion. Il vient parler, M. Rouzibiza. On le laisse libre. Précisez de quel commando ? Le commando qui a tiré sur l'avion. Et on le laisse libre. Donc, M. Rouzibiza rentre dans le cabinet du juge d'instruction, explique qu'on s'est organisé, on a tiré, il y a des morts, mais il n'y a aucune mesure qui est prise. M. Rouzibiza n'est même pas traité comme témoin assisté, il n'est pas mis en examen, il sort de cette place, et ça va plus loin, il part en Norvège. Et quand il part en Norvège, je reçois un jour une pièce que je mets dans mon ouvrage, qui est une lettre de l'enquêteur principal, M. Paybien, qui écrit à un confrère en Norvège pour soutenir la demande de statut de réfugié de M. Rouzibiza, expliquant qu'il y a de lourds soupçons contre le FPR. Excusez-moi, mais je parle en présence de très bons juristes en face de moi. Un chef d'enquête qui est censé enquêter à charge et à décharge et être tenu par le secret professionnel, qui écrit dans une lettre que ce monsieur a amené des informations pareilles, et qui ajoute qu'il faut faire attention parce que le FPR a assassiné pas mal de personnes. Cette lettre est à mon dossier. Comment qualifier ce comportement ? Lorsque M. Rouzibiza, lorsque nous arrivons, parce que heureusement l'armée rwandaise, qu'on le sache haut et fort, a d'excellentes archives qui sont très importantes et qui peuvent servir d'ailleurs par rapport à des accusations proférées contre elle, je reçois un document qui explique le parcours militaire de M. Rouzibiza, qui se rétracte parce que les preuves sont tellement fortes le concernant, il se rétracte. Il se fait que M. Rouzibiza a diffusé un livre où il explique, il tente et plus des éléments factuels contre le FPR, livre préfacé et postfacé par de grands scientifiques français, une dame qui s'appelle Claudine Vidal, un monsieur qui s'appelle André Guichawa, qui prospère encore aujourd'hui dans les cours d'assises comme témoin de contexte. Et dans le dossier, évidemment, au moment où l'histoire s'effondre, parce qu'en plus, c'est assez risible d'ailleurs, ils expliquent dans leur pré- et postface une théorie scientifique de la façon avec laquelle la mémoire est construite en Afrique.
une mémoire auditive et que M. Rouzibiza passe ses soirées à répéter les récits qu'il avait et qu'il préparait pour raconter demain son histoire dans un livre. Peu importe, ça me paraît assez incroyable d'entendre des scientifiques dire ça. Mais ce qui est extraordinaire,
de l'armée française. Mais le discours de l'armée française, mais le discours officiel qu'on a tenu pendant des années, c'est que Didot et Meyer ont été tués par un commando FPR venant du CND. Et Pierre Lépidi, journaliste au Monde, qui a aussi enquêté sur ce problème, a retrouvé la personne qui avait fait cette confidence et qui était en réalité l'épouse d'un haut dignitaire du gouvernement rwandais génocidaire. Donc, excusez-moi de dire qu'il y a eu crime judiciaire d'État, ou plus vulgairement, tentative d'escroquerie à jugement en bande organisée. Merci. En quelques mots, quel est le fil rouge de cette instruction menée à Paris? Alors, le fil rouge, qui est terrible d'ailleurs, c'est que tout est faux. En fait, le fil rouge incroyable de cette affaire, c'est un dossier où tout est faux. Faux témoin, Rosie Biza Rosingana, qui déclare qu'ils n'ont rien à voir. Et vous savez que c'est quand même extraordinaire. Donc Rosie Biza reconnaît qu'il a menti, reconnaît qu'il n'a jamais été là, reconnaît qu'il était infirmier. Et puis quand il est interrogé par le juge Trividic en Norvège, par un jeu qui lui appartient, que je trouvais quand même... Nous, professionnels de la justice, on se dit, mais là, il est vraiment subtil. Il a dit, mais c'est vrai, j'étais pas là, mais les services français m'ont proposé de dire ce que j'ai dit. Et c'est vrai ce que j'ai dit. Est-ce que vous savez qu'après ça, écrit un article pour dire que Rosie Biza confirme que c'est vrai. C'est pour vous dire que cette question médiatique est incroyable. Faux témoins principaux. Témoins directs, faux. Les tubes lance-missiles. D'abord, les tubes lance-missiles, les fameuses photos qui sont présentées, elles sont datées par les responsables militaires des 6 et 7 avril. Alors, ça a l'air idiot, mais moi je me suis toujours posé la question comment on peut dater des 6 et 7 avril des tubes lance-missiles qu'on récupère fin avril dans les herbes de Masaka. Mais bref, les tubes lance-missiles, et une fois qu'on les analyse, on vous dit il n'y a rien qui a été lancé à partir de ces tubes, ils sont vides. Les vrais missiles, on ne sait pas où ils sont. Et donc, tout le monde a parlé de ces tubes lance-missiles pour justifier le fait que c'était des missiles détenus par le FPR. Fausse boîte noire. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y avait une boîte noire qui a disparu, qui n'a pu disparaître que vraisemblablement dans les heures qui ont suivi le crash de l'avion, où ne se trouvaient que 2 groupes de militaires, des militaires français et des militaires de la garde présidentielle. Et je n'impute à personne ce qui se passe, mais je dis simplement, voilà ce qui s'est produit. Fausse boîte noire. Baril, déjà lui, sort sur Antenne 2 une émission où il produit la vraie boîte noire. Il se fait qu'il y a un ingénieur aéronautique qui voit ça et qui dit « mais ce n'est pas la vraie boîte noire ». Et donc là, existe la boîte noire de Baril, qui est pourtant produite à une heure de grande écoute sur Antenne 2, avec un article dans Le Monde. Un peu après, une boîte noire arrive à Nairobi. Cette boîte noire est portée par un gars qui la présente au siège des Nations Unies. Elle est envoyée à New York, elle est étudiée par des experts aux Nations Unies qui disent non, ça c'est pas la boîte noire du Falcon, c'est une erreur. Elle est gardée aux Nations Unies. Au 10e anniversaire du génocide, Stephen Smith sort un article dans Le Monde sur le thème « La vraie boîte noire est cachée par les Nations Unies à New York, elle est là et on essaye de cacher la vérité au monde
sur le rôle du FPR. Les juges d'instruction font venir la boîte noire à Paris, la fameuse boîte noire du Falcon, et on découvre que c'est une fausse boîte noire. Donc quelqu'un a été porté cette boîte noire, et je ne vais pas aller plus loin, mais j'ai ma petite idée sur la personne qui a déposé ça. Fausse boîte noire, faux tube, faux message, retrouvé grâce à Jean-François qui est ici présent. Il va nous raconter l'histoire. Oui, je vais vous raconter cette histoire, mais avant, je vais vous raconter une histoire personnelle avec l'enquête Bruguière. À peu près au moment où sort le livre de Péan, je suis convoqué à la Direction nationale antiterroriste, qui est le service de police qui assiste le juge Bruguière. Je me rappelle très bien, c'était un mardi vers 11 h. Je suis reçu par un inspecteur de police dans un bureau. Je m'attends à ce qu'on parle de l'attentat. Parce qu'en 1995, lors du grand colloque du mois de novembre ici à Kigali, j'ai eu l'occasion de voir l'épave et de la photographier sous toutes les coutures. Donc j'ai sous le coude ma collection de photos de l'épave de l'avion. Mais en fait, l'inspecteur ne me parle pas du tout de ça. Il me dit qu'on a trouvé un document dans lequel je serais accusé d'avoir organisé une cellule de désinformation au profit du Front patriotique avec 2 Belges. Je lui dis, écoutez, je ne connais même pas le nom de ces Belges. Il ne veut pas me montrer le document, mais je lui dis, mais ça n'a ni queue ni tête. Visiblement, c'est un faux. Et il tape sur sa machine. Monsieur Dubaquet nous dit, visiblement, c'est un faux. Et il me dit, excusez-moi, je suis un petit peu pressé. Bon, on en a fini, je vous raccompagne. Et dans le couloir, je lui dis, vous êtes pressé, pourquoi? Il me dit, parce que j'ai rendez-vous avec un de nos informateurs, monsieur Onana. Je lui dis, mais M. Onana ne connaît rien au Rwanda. Je pense qu'il n'a jamais mis les pieds. Je lui ajoute, vous devriez plutôt vous appuyer sur les travaux de M. Jean-Pierre Chrétien, qui est un spécialiste reconnu de la région des Grands Lacs. Et il me dit, en me raccompagnant à l'ascenseur, on nous a mis en garde contre M. Chrétien. Nos informateurs, c'est M. Onana, M. Guichawa, Mme Vidal. Ce qui est tout à fait extravagant, c'est que je me suis posé des questions sur M. Onana et sur la raison pour laquelle j'étais convoqué par le juge. Quelques mois plus tard, M. Onana publie un livre dans lequel il se flatte d'avoir obtenu d'accéder à mon dossier à la préfecture de police. Il a obtenu d'accéder à mon dossier à la préfecture de police par l'enquête Bruguière. Donc vous voyez que cet individu qui est encore aujourd'hui si malfaisant, eh bien cette malfaisance ne date pas d'hier. Alors maintenant, je vais vous parler de Richard Mogenzi. Quand j'avais suivi au tribunal pénal international le procès militaire, Bagosora, Tsengiumva, etc., j'avais remarqué que juste après le premier témoin de contexte, Alison Desforges, qui s'était exprimé pendant 4 ou 5 jours, on faisait intervenir un homme qui était protégé par l'anonymat et qui racontait la vérité sur le génocide à Gisenyi et le fait que le génocide était achevé le 7 avril au matin et que Tsengiumva, devant lui, téléphone à Bagosora lui disant « Colonel, à Gisenyi, l'apocalypse est terminée ». Il fait d'autres révélations de ce genre et il parle de messages radio qu'il était chargé d'intercepter. Alors, tout ça est très caviardé parce qu'à l'ONU, on n'aime pas rentrer dans les détails des témoins protégés. Mais j'ai pas mal d'amis quand même au TPIR et je finis par découvrir son nom. Après bien des années de recherche, j'apprends qu'il s'appelle Richard Mogenzi et qu'il est rentré au Rwanda. Et avec mon épouse, qui m'a tellement aidé dans cette recherche, nous allons à Byumba, puisqu'il était originaire de Byumba, et on va dans une école où il a enseigné. On finit par trouver son téléphone. Je le rencontre à Kigali en 2008. Et il me dit, mais les messages de revendication de l'attentat, ce ne sont pas des messages que j'ai captés, c'est des messages que j'ai recopiés. Ça change tout, évidemment. Il a dit ça aux policiers, monsieur le commissaire Pébian, dont vous a parlé Bernard et d'autres, mais qui n'ont rien compris. De toute façon, pour eux, c'est la revendication de l'attentat, c'est la pierre philosophale.
Et ça l'a été pour les militaires français aussi, car dès le 7 avril, l'ambassade de France savait que les missiles étaient partis du camp Canombé ou de ses abords. Nous avons un télégramme diplomatique de l'ambassadeur, M. Marlot, qui l'explique. Et il ajoute dans ce télégramme, bien que les missiles soient partis du camp de Canombé ou ses abords, nous pensons que c'est la faute du FPR. Il ne dit pas pourquoi. Il ne dit pas pourquoi, parce qu'en réalité, les messages de Richard Mogenzi ne sont pas livrés au domaine public. Ils ne seront pas non plus dans l'enquête de la mission d'information parlementaire française, enfin, ce n'est pas vraiment une enquête, c'est disons un échappatoire, en 1998. Et évidemment, les explications de Mogenzi sont redoutables pour la thèse du juge Bruguière d'un attentat commis par le FPR, parce qu'évidemment, la revendication de l'attentat, c'est la clé de tout. Hein. Quand l'attentat est revendiqué, on sait qu'il l'a commis, donc on peut poursuivre les enquêtes dans ce sens. Et bon, avec l'aide de Bernard Minguin et de Lev Forster, j'ai pu préparer mon voyage au Rwanda pour retrouver Richard Mogenzi et lui poser les bonnes questions. Et ça a donné lieu à un livre que j'ai publié en 2010 qui s'appelle « L'agenda du génocide, les confidences de Richard Mogenzi, ex-maître espion ». Est-ce que je peux encore dire un mot là-dessus? 2 minutes. Voilà. Alors, pour vous dire aussi, quand j'ai découvert le dossier Bruguier, j'ai lu, et puis quand j'ai vu les fameux faux messages, c'était du style les bergeronnettes l'emportent sur les gorilles. Alors, j'ai été voir le juge, j'ai dit, écoutez, moi, bon, je ne suis pas africain, mais ça fait quand même des années que je travaille, que je rencontre les gens du FPR. Je ne vois pas ces gens faire des messages de cet ordre-là. Et alors, il faut savoir aussi que ce message, il y a un moment incroyable dans le dossier, c'est que le juge, à un moment donné, pose la question à un militaire français qui s'appelle M. de Saint-Exupéry, de Saint-Quentin, pardon. Sorry. De Saint-Quentin, quel lapsus. De Saint-Quentin. Et en fait, de Saint-Quentin, bon, il est très controversé, etc. Et il fait 2 choses incroyables et qui vont nous rendre de grands services. Notamment, le juge va lui poser la question de savoir à quelle distance il situe les tirs. Il explique que c'est un grand spécialiste des tirs de missiles, qu'il a une formation tout à fait spécialisée et que ça ne dépasse pas 500 mètres de sa maison. Alors, je peux vous dire que j'ai arpenté, j'ai été voir sa maison, j'ai arpenté avec un maître pour voir jusqu'où ça donnait les fameux 500 mètres. Ça allait pile au cimetière, pile dans les environs, ça ne sortait quasi pas des choses. J'ajoute un truc, puis j'ai fini. Parce que ce personnage-là aussi, je l'ai quand même dans ma tête. Et vous savez que M. Védrine, qui est l'ancien secrétaire général de l'Élysée et l'ancien ministre des Affaires étrangères, menace tout le monde de procédures judiciaires. Et quand on a eu l'affaire Péan, quand on a parlé du dossier, du problème de l'attentat, parce qu'évidemment c'est le dossier dont tout le monde se sert pour créer le doute autour du FPR, M. Védrine avait lâché évidemment oui, il y a ces fameux messages. Et de Saint-Quentin, quand il est interrogé par le juge pour savoir qui comment dirais-je, qu'est-ce qui a fait qu'il a cru à la responsabilité du FPR aussi vite, il a dit, mais parce que le patron du camp dans lequel j'étais, qui était un camp de la garde présidentielle, ce patron du camp m'a dit qu'il avait reçu le message de Guissény. C'est pour vous dire les niveaux de pollution de ce message et la façon avec laquelle il a été utilisé et répandu dans les opinions. Vous évoquez l'utilisation des médias et de certains scientifiques en Europe comme alliés objectifs de M. Bruguière. Pourquoi cette analyse? Alors, je vais encore ajouter un mot essentiel. Dans toute cette aventure, vous savez que ce qui a été médiatisé
c'était aussi le site de Masaka. Donc vous devez imaginer qu'on a répété à l'envi sur toutes les chaînes du monde qu'on avait trouvé les faux tubes lance-missiles sur le site de Masaka, kilomètre 19 sur la route. Je ne parviendrai jamais à me souvenir du nom de la ville de destination après l'usine Gutanite, là, quand on prend et qu'on va vers Masaka. Et voilà. Et figurez-vous que dans ce dossier, nous avons dans le dossier quelque chose d'incroyable. C'est que, interrogé par le juge Bruguière, Bagassora dit un truc incroyable, et après le juge Bruguière ne va jamais en parler. Il dit, de toute façon, le FPR ne savait pas aller à Masaka. Donc, tout le monde disait Masaka, et Bagassora lui-même, interrogé, dit, c'est impossible que le FPR atteigne Masaka. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu la complicité des Belges. Et vous comprenez le narratif. Parce qu'en réalité, on avait bien compris quand on a fait les expertises qu'il n'y avait que 2 sites théoriques possibles, Kanombe ou Masaka. Tous les autres sites sont pratiquement impossibles pour atteindre l'avion. Ceci dit, on avait d'autres éléments scientifiques qui ont permis de justifier Kanombe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais c'était évident. Mais ce qui est incroyable, c'est le récit de Bagassora. Pourquoi 10 morts belges? Pourquoi les accusations contre les Belges dès la soirée du 6 avril? Parce qu'ils en avaient besoin pour justifier Masaka. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable dans ce dossier. C'est que, et donc, permettez de le dire, faux site de tir. Masaka, faux site de tir, fabriqué de toutes pièces, et pour le justifier, on a tué 10 personnes. Maintenant, je reviens sur l'utilisation des médias. Quels sont donc ces gens qui répètent à l'envi la théorie du doute? Les Stephen Smith, les Pierre Péan, les Philippe Renchens, tous ces journalistes qui, soi-disant, connaissent bien le dossier, l'ont étudié, Charles Onana, et qui répètent aujourd'hui encore la théorie du doute, alors qu'il n'y a plus le moindre doute dans ce dossier. Excusez-moi de le dire, il n'y a plus le moindre doute. Est-ce que vous pensez que ces gens se sont excusés? Moi, je défends des gens, excusez-moi, Charles Kayonga, James Kabarebe, Jack Ziza, Jacob Touminé, Frank Ziza, tous ces gens-là, ils n'ont pas, Rose, tous ces gens-là, ils n'ont pas droit à la présomption d'innocence, ils n'ont pas droit à des excuses un jour. Pendant 20 ans, on les a traités dans la boue. Et ces gens ont répété médiatiquement cela. Et vous savez, le cirque du médiatique, c'est qu'une fois que vous sortez un commentaire d'agence, une fois que vous le sortez, ben après c'est répété à l'envi des dizaines de fois. Je vous dis ça parce que je veux dire aussi ici à mes frères africains, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo, et Dieu sait si je suis impliqué à l'est du Congo, dans la défense des communautés Tutsis qui sont là présentes. Pensez à la façon avec laquelle les médias aujourd'hui reproduisent les récits de ce qui s'y passe, sans nuance, avec une approche tout à fait catégorisante, clivante, comme ils l'ont fait dans le dossier de la chute de l'avion. Monsieur Renchens, parlons-en. J'ai un petit souvenir concernant M. Renchens. Quand Gafarita, qui était un témoin, qui a été amené, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, pour un peu prolonger le dossier, à un moment donné, on annonce que Gafarita a été enlevé à Nairobi. On n'a jamais eu de preuve de quoi que ce soit, mais peu importe. Et voilà que M. Renchens m'envoie un message en me disant que comme je
travaille avec le FPR et que je préviens le FPR de ce qui se passe, je dois avoir la conscience très lourde de la disparition et de la mort de M. Gafarita. Ma réaction a été de lui envoyer un mail pour lui dire, cher monsieur, j'envoie copie de votre mail à monsieur le juge d'instruction pour qu'il en assure le suivi. Et à ce moment-là, Philippe Reintjens a fait une petite reculade procédurale. Mais ça va plus loin. Je vais vous donner 2 exemples pour lesquels jamais je ne pardonnerai à M. Reintjens son comportement. Première chose, nous avons retrouvé dans le dossier un compte-rendu d'un entretien entre Fabien Singaye, qui était le beau-fils du financier du génocide Kabouga, qui était posté à Genève et qui joue un rôle d'informateur, et c'est un compte-rendu d'entretien téléphonique en 91, 91 pour les Français. Et dans ce document, il explique à Sagatois, son patron, qu'ils ont discuté du massacre des Bagoué et que M. Reintjens a dit qu'il avait minimisé l'affaire des Bagoué pour ne pas donner trop d'importance au FPR. Alors excusez-moi, moi je vais vous raconter mon histoire sur les Bagoué. En 2 minutes. Les Bagoué, j'étais ici à Kigali à l'époque. Et j'ai rencontré un homme qui a été d'ailleurs tué pendant le génocide, qui s'appelait Évariste Sissi, qui m'a transmis la liste des personnes qui avaient été assassinées chez les Bagoué. J'ai remonté cette information à mon ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Mark Heiskens. Je n'ai reçu aucun accusé de réception. Mais si effectivement l'homme d'Anvers minimise les événements et qu'il y a un fou de Bruxelles qui envoie un document qui est sans incidence, on comprend le problème. Laissez-moi donner un 2e exemple, qui est encore plus grave. Il se fait qu'en 1992, à la demande à la fois de mes amis du FPR et de l'opposition intérieure, on décide d'organiser une réunion à Bruxelles pour sceller un accord politique. Quand M. Vidrine dit toujours « nous étions pour l'évolution à Arusha, etc. », c'est un peu faux. La véritable réalité, c'est que le rapport de force avait évolué parce que l'opposition intérieure et le FPR avaient négocié pendant des années et des années, pendant des mois et des mois, excusez-moi, et qu'on est venu signer ces accords politiques à Bruxelles, dans les caves du palais de justice. J'étais présent. Il y avait un autre avocat qui était là, avec un sénateur, et nous avons été invités par le FPR et par l'opposition pour assister à tout ça. Cet avocat s'appelle Johan Skeers et le sénateur s'appelait Willy Kuipers. Quelle n'est pas ma surprise en lisant le dossier de découvrir qu'après ces entretiens, qui sont des entretiens, excusez-moi, politiques, secrets, confidentiels, pour lesquels des avocats sont liés par le secret professionnel, Johan Skeers explique au juge Bruguière qu'après ces événements de mai 92 à Bruxelles, il a été invité par Reintjens à voir M. Abiyarimana, auquel il a relaté la teneur de ces conversations. Ça veut dire les gens qui étaient là, le contenu des discussions. Et donc, quand vous sortez de là, et je n'oublierai jamais ça, qu'à l'aéroport, je vois encore Gatabadze et Gafaranga me serrer dans les bras et me dire « On est venu, Bernard, mais on va nous tuer parce qu'on est venu », c'est eux qui ne se trompaient pas. Voilà exactement le vrai visage de certaines personnes qui pensent mieux connaître la région des Grands Lacs que vous tous. Cette région vous appartient, elle ne leur appartient pas. Merci. Un commentaire, Monsieur Dupaquier ? Je voudrais ajouter un mot sur le rôle des journalistes.
il n'est pas toujours très élégant et même parfois assez abject. Mais il faudrait parler aussi des journalistes qui ont tenté de faire prévaloir la vérité et qui ont été persécutés. Dans le livre de Pierre Péan, Noir-Fureur, vous en avez une belle galerie. Vous savez que j'en fais partie. Quand j'étais à l'événement de jeudi, j'avais un confrère qui s'appelait Pascal Kropp. C'était un spécialiste du monde du renseignement. Il avait écrit plusieurs articles et de nombreux livres sur le monde du renseignement, qui est un monde quand même assez fermé. Il était extrêmement bien informé, et notamment très bien informé par les services de renseignement sur ce qu'il savait de l'attentat et du génocide. Et il a publié, fin 1994, un livre intitulé « Faut-il juger les Mitterrand ?» Il mettait en cause à la fois François Mitterrand et Jean-Christophe, le responsable de la cellule Afrique de l'Élysée pendant très longtemps. Quand Pascal Kropp a recherché du travail, il s'est heurté partout à un mur. Et j'ai vu cet homme qui était brillant mourir de désespoir, car il est mort de désespoir dans les années qui ont suivi. Je ne vais pas vous citer les autres cas, mais sachez que même parmi les journalistes dont vous appréciez la signature aujourd'hui, hier, avant-hier, dans des grands quotidiens parisiens, les persécutions n'ont jamais cessé. Jamais. Il y avait les journalistes de cour, comme M. Péan, comme M. Smith, etc., et puis les journalistes qu'il fallait briser, et ils ont tout fait pour ça. Il faut comprendre aussi qu'une instruction aussi importante que celle de l'enquête Bruguière se fait dans un contexte médiatique. Et Bruguière et son équipe de journalistes, qui étaient en fait des faux policiers qui se comportaient comme des truands, on va le dire, ont joué un rôle considérable pour aider le juge Bruguière à falsifier son instruction. Donc il faut savoir tout ça. Une enquête judiciaire, c'est aussi des rapports de force, c'est aussi des relations avec l'opinion publique, et pour ces relations, les journalistes pèsent lourd. Merci. Votre livre évoque aussi les perquisitions menées chez M. Baril et son rôle dans la manipulation judiciaire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc en fait, le dossier a connu un tournant important qui est le dépôt des rapports d'expertise. Donc pour résumer, nous avons 4 sources qui confirment Kanombe, l'équipe d'enquête belge, qu'on oublie parfois, mais vous savez par exemple, M. Artige, qui était à la tête de l'équipe d'enquête, n'a jamais été auditionné par M. Bruguière. Et j'avais un bon ami journaliste qui s'appelait Philippe Brewes, que Michel connaît, Michel Hirsch. Et Philippe m'avait dit, écoute, j'ai discuté un peu avec les Belges, mais ils pensent que Bruguière, il a fait du tri sélectif au niveau des PV. Peu importe. Mais on avait le rapport des Belges. Ici, dans le cadre du dossier Mutsinzi, on a eu un rapport d'expertise qu'il ne faut pas sous-estimer, fait par une équipe écossaise qui a conclu de façon très structurante à l'origine Kanombe. On a eu le premier rapport d'expertise de l'équipe de M. Trévidic, à qui je rends hommage, parce que bon, c'est quand même lui qui, à un moment donné, a restauré la dignité de la justice. Et puis, il y a eu des demandes d'expertise complémentaires. Il a fait partiellement droit à certains éléments. Et donc, il y a eu un 4e élément d'expertise qui a encore été plus lourd pour justifier les tirs originaires de Kanombe. Donc, je pense que là, nous étions à un moment excellent. À ce moment-là, cette enquête a tourné. Elle a tourné. On a vu 2 choses. Premièrement, la théorie du doute naître. Donc, à ce moment-là, certains ont dit oui, mais quand même, ils auraient pu s'infiltrer. Ils sont tellement intelligents, ils sont capables d'entrer dans Kanombe et de tirer à la cachette. Enfin, on a eu des trucs. Et en même temps que naissait la théorie du doute, alimentée par un certain nombre d'éléments, dont des opposants FPR, sur lesquels je veux bien revenir parce que j'ai beaucoup analysé les choses à ce niveau-là, il y a eu aussi la décision du magistrat de dire je vais enquêter concernant M. Baril. Et donc, on a fait des perquisitions
chez M. Baril. Ces perquisitions ont permis d'atteindre un portable sur lequel il avait conservé un certain nombre de documents, pas suffisamment, mais quand même un certain nombre de documents, notamment tous les documents qui démontraient ces liens historiques depuis 1991 avec Fabien Singaillé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Fabien Singaillé, j'ai oublié de dire ça parce que dans les énormités qu'on a vécues, qui lui-même avait été désigné par le juge Bruguière comme traducteur-interprète dans la procédure. Et il faut imaginer la tête du juge d'instruction, il faut imaginer un quart d'instant la tête du juge d'instruction. À un moment donné, il y a un travail de traduction de la station, des enregistrements de l'aéroport, de la tour de contrôle, qui est fait par Singaillé, et le juge fait venir l'expert et présente les résultats du travail d'expertise et présente le traducteur. Et nous sommes en présence de toutes les parties civiles. Mais, un instant, les beaux-frères et belles-sœurs de Singaillé, qui lui-même travaille depuis 1991 avec Baril. Et on nous a fait un reproche au niveau déontologique, Aleph et moi, mais je le maintiens, parce que pour le juge, ça a été un coup de... Enfin, quand il a découvert que ce Singaillé était le beau-frère et qu'il était espion occupé à Genève, mais alors, imaginez un quart d'instant que vous êtes opposant ou que vous êtes FPR, vous avez entendu par Bruguière, et qu'on vous dit que le traducteur de Bruguière, c'est Singaillé, l'ami de Baril. Vous voyez un petit peu dans quel contexte cette instruction se mène. Les perquisitions ont révélé les liens excessivement étroits entre M. Baril et Singaillé. Les perquisitions ont aussi révélé les offres de services, donc le mandat donné par Agathe, donc c'est l'homme d'Agathe, et c'est l'homme de Mobutu, et c'est l'homme qui sous-traite un certain nombre de choses. C'est aussi l'homme qui, on a les devis pour les interventions en appui pour les troupes phares. On a les factures qui sont émises en mai et en juin. On a l'indication des paiements parce que l'associé de M. Baril a été interrogé par le magistrat et il reconnaît que les paiements ont été reçus. On a le plan de défense de Kigali proposé par M. Baril aux forces armées rwandaises. Alors je pose une question qui me hante. Au fond, le génocide est un génocide racialisé. Si vous êtes blanc, vous êtes évacué. Si vous êtes noir, vous restez. Eh bien, si vous êtes noir, on peut vous poursuivre. Mais si vous êtes blanc, on ne poursuit pas beaucoup. À part Rojou, je pense qu'on passe à côté. Et je trouve même que la ligne rouge intellectuelle, on dit pas de complicité de l'armée française ou des choses pareilles, c'est un mot qui me heurte parce qu'en droit, il n'y a pas de ligne rouge. On analyse le comportement individuel des êtres humains et si ces êtres humains ont été engagés dans des actes de complicité, ils méritent d'être poursuivis. Et donc, que ce soit en amont, dans la souffrance des victimes, ou en aval, dans les déclarations de culpabilité, il y a un mur symbolique qui exprime tout le regard du monde sur ce qu'est une peau noire. En quelques mots, actuellement, vous défendez les Tutsis à l'est du Congo, Banyamulenge, Emma. Cette expérience judiciaire de 20 ans inspire-t-elle votre travail actuel ? Alors,
c'est une histoire incroyable ce qui se passe à l'Est. J'ai très difficile à en parler tellement l'émotion est forte. Vous devez imaginer que, déjà, vous êtes jeune avocat, vous vivez tout ce qui a été vécu, même de loin, vous n'êtes pas dans la souffrance physique, mais vous êtes quand même dans le choc terrible que les gens qui sont venus frapper à votre porte, avec qui vous avez parlé, Lando, Agathe, Gafrin Gagatabadzi, tous ces militants, Sisi, etc., tous ces gens se font détruire et vous n'avez qu'une façon de mener votre vie, c'est d'espérer que ce million de personnes et ces gens que vous avez connus personnellement ne soient pas morts pour rien. Et vous mettez toutes vos forces là-dedans. Donc, excusez-moi de vous le dire, c'est ça qui a été mon moteur de vie. Et puis, à un moment donné, en 2019, 2020, 2021, vous avez la communauté Banyamulenge, parce qu'ils sont venus par étapes, la communauté Banyamulenge qui vient, qui me dit, mais Maître Maguin, est-ce que vous pouvez nous aider parce que nous vivons quelque chose d'incroyable à Minembwe. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont moins de 50 000 sur les plateaux et la plupart sont désormais des réfugiés. Et puis, on arrive avec les événements de 2022. Bon, moi, j'ai connu l'époque où on passait la frontière sans problème. Et puis, vous voyez tout d'un coup que les gens des Massissi viennent vous parler de ce qu'ils vivent avec exactement les mêmes répétitions et les mêmes choses. Et puis la situation des mains, il n'y a pas un jour qui passe, je vous le dis, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne reçoive une photo, une vidéo, un témoignage, un appel à l'aide. Et les gens qui travaillent avec moi, ce n'est pas des ONG grassement rémunérées. Les gens qui travaillent avec moi, c'est les associations locales qui n'ont pas d'argent, parlons clair, qui n'ont pas d'argent. Quand vous êtes Bouvier Tutsi, qu'est-ce que vous voulez dire pour prendre Bernard Maguin comme avocat? C'est hors norme. Et on vous regarde en vous disant, mais ou bien vous êtes dingue, ou bien vous êtes payé. C'est pas possible. Mais la vérité n'est pas là. C'est qu'on a des associations des éleveurs du Massissi. On a une mutualité des EMA située à Bunia. On a les associations qui sont localisées à Minembwe et qui se battent et qui transmettent tous les jours des informations. On a un petit collectif d'avocats qui travaillent là-dessus et qui essayent de documenter. J'ai amené avec moi, si vous me donnez quelques secondes, rapidement, mon ordinateur. Je vais vous montrer la plainte que nous avons déposée il y a quelques jours concernant les discours de haine. Parce que je veux que vous sachiez une chose, c'est que l'histoire est en train de se répéter. Non pas, il faut toujours être humble et modeste, mais je pense que toute l'histoire du Rwanda a été exportée à l'est du Congo. Parce que là, le travail idéologique est en cours ici, sur le respect mutuel, sur le fait que chaque être humain qui entre dans la vie a droit au respect de sa vie, sur le fait qu'il faut dépasser cette racialisation qui a été construite par le monde occidental à partir du début du XXe siècle. Ce travail idéologique-là, qui est un travail de très longue haleine, dont maintenant je suis convaincu qu'il ne va aboutir que dans 2-3 générations, et écoutez-moi bien, il ne faut jamais renoncer à ce combat. C'est un combat pour les enfants. C'est un combat pour qu'eux vivent mieux que nous, ce qui est la sève de la vie. Eh bien, ce n'est pas présent à l'est du Congo. Et c'est ce qui alimente, et permettez-moi un instant de vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est une plainte que je ne sais pas si... Il faudrait
Est-ce que quelqu'un peut allumer l'écran? Merci. Je trouve que c'est très important que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Et je vais commencer par quelque chose qui m'a marqué, que vous allez mieux comprendre que n'importe qui. Voilà. Ça marchait tout à l'heure. Voilà, ça doit marcher maintenant. Voilà, vous l'avez. Merci beaucoup. Voilà. Alors, voilà la maison d'un bouvier dans le Massissi. C'est une plainte que nous avons déposée et c'est situé à Kiloliroué, territoire de Massissi Nord Kivu. Et en fait, ce sont des FDLR qui sont venus et qui ont marqué sur la maison d'un Tutsi « Je suis FDLR, je vais vous exterminer tous les Tutsis ». Et je trouvais que c'était une pièce, j'en ai comme ça des dizaines, hein, mais je trouvais que c'était une pièce très révélatrice parce que c'est une pièce chez les pauvres, c'est pas chez les riches, c'est pas chez ceux qui ont les moyens, c'est un document que vous trouverez. Et vous voyez, nous, tous les 4-5 mois, on collecte toutes nos preuves. Il y a d'ailleurs un ou deux amis qui sont ici avec nous qui nous ont vraiment... voilà, alors, par exemple, ici, l'histoire des Banyamulenge, vous voyez, c'est un gars, voilà, il s'appelle Mbayar Roki, et il prend position concernant les Banyamulenge. Et qu'est-ce qu'il dit? Les Banyamulenge nous créent énormément de problèmes, ils doivent se rendre chez eux au Rwanda. Vous n'êtes pas des cons. Il faut que je retrouve. J'ai un texte ici qui dit, voilà, le gars dont vous venez de voir le visage, il écrit « Vous allez mourir au Congo comme des mouches de divagation, rentrez chez vous au Rwanda ». J'ai des dizaines de messages comme ça, qui ne font pas l'objet de répression. Alors vous comprenez pourquoi tout d'un coup dans Goma, on attrape un officier Banyamulenge, on le met sur un coin et on le frappe, on le met à terre et puis on le brûle, on met des pneus et on se réjouit. Et avec la photo de ce monsieur, je crois que je l'ai un peu plus loin, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, c'est toute. Voilà. Alors c'est quand même extraordinaire, vous l'avez ici. C'est une plainte que nous avons déposée. Voilà. Nous les encourageons d'exterminer tous les Tutsis au Congo-Kinshasa. Opération Zéro Tutsi en marche. Quand vous voyez ça, que vous voyez des Emma, 29 Emma, il y a quelques semaines, enterrés vivants, parce qu'ils sont Emma, par des milices Codeco, et que vous avez encore des discussions qui sont des discussions qui, pour moi, sont des conversations de salon que j'exècre, des discussions abominables, qui viennent vous dire « oui, mais M23, pas M23 regardez ce qui s'est fait ». Non, c'est inadmissible, ça doit s'arrêter. Et on m'a posé la question, est-ce que vous pensez que la communauté internationale a retenu les leçons de ce qui s'est passé à l'époque? Ma réponse est non. Non, 3 fois non. Je n'ai pas vu Mme Bintou Keïta s'engager.
Je n'ai pas vu des gens aux Nations Unies dire « ça doit s'arrêter, il faut y aller, il faut bloquer tout ça ». Je n'ai pas vu de procureurs qui disent « maintenant, si ça continue comme ça, on va les tuer tous, il faut les aider ». Je n'ai rien vu de tout ça. Alors permettez-moi de terminer ici en évoquant ces gens à l'est du Congo et en vous disant tous ces gens racistes qui ont été à l'origine de la crise du dossier du Falcon, qui ont voulu réécrire l'histoire de votre pays. Ils sont en train de réécrire l'histoire de l'Est du Congo. Et il y a des gens qui meurent tous les jours, depuis Bunia, en passant par Toulituri, en descendant sur les collines de Massissi et en allant vers Minouemboué. Il y a une convention préventive du génocide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit mais il faut qu'on intervienne militairement pour les protéger? Je ne parle même pas d'un règlement politique, je dis simplement protéger les gens. Est-ce que la MINUSCO a fait quelque chose? Vous voulez que je vous raconte l'histoire des gens de la MONUSCO qui sont parfois à 1 kilomètre des endroits où on tue et où on massacre et qu'on interroge après et qui donnent plein d'explications pour justifier qu'ils ne savaient pas aller jusque-là? Voilà la réalité. Alors, les gens peuvent imaginer que ce que je vous dis ce soir, c'est un discours stratégique. Ce n'est pas un discours stratégique. C'est le discours d'un homme qui a traversé avec ses amis, ici au Rwanda, la grande crise qui a été vécue, qui a reçu votre incroyable confiance parce que vous avez été sacrément confiant pour me donner ce dossier à Paris et le mener comme on l'a mené, mais tous ensemble. On l'a mené tous ensemble. J'ai reçu des dizaines de points d'appui, des dizaines d'informations, et je vous en suis. Vous ne pouvez pas imaginer, reconnaissant. Après ça, aujourd'hui, on essayerait de dire qu'il y a encore des stratégies. Et ça, pour des minerais? Ça, pour s'enrichir? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Merci. Et on ajoutera aussi que les différents régimes extrémistes du Hutu Power ont bien évidemment eu la mission diplomatique dans les pays en dehors du Rwanda d'implanter l'idéologie anti-Tutsi bien avant le génocide contre les Tutsis. Une dernière question pour vous. Au terme de votre livre, vous insistez sur l'héritage de l'idéologie raciste portée par le colonialisme et sur la nécessité de combattre ce racisme par les valeurs historiques des communautés africaines. Pouvez-vous nous en dire plus? Si vous permettez, Jessica, je voudrais poser moi aussi une question à Bernard Minguin. Je voudrais qu'il nous dise ce qu'il pense du docteur Mukwege et des accusations de viol qui portent d'une façon relativement allusive, mais très claire, contre les militaires rwandais. Écoutez, je n'ai pas envie de parler aujourd'hui du docteur Mukwege parce que j'ai beaucoup de gens qui m'abordent à son sujet. Je voudrais simplement faire une observation qui n'est pas d'ordre juridique. Très rapide pour qu'on puisse revenir sur le sujet. Absolument. C'est simplement de dire que pour moi, cet homme, avec toute l'aura qui était la sienne de titulaire d'un prix Nobel, a raté la chance de déployer son prix concrètement dans la tragédie de l'Est du Congo. Je me tais après ça. Maintenant, je reviens sur la question du racisme. Vous aurez compris une chose fondamentale, c'est que la tragédie dans laquelle on est, c'est que, au fond, en particulier dans la région des Grands Lacs, mais peut-être dans toute l'Afrique, cette vieille théorie raciste née d'une approche scientifique d'ailleurs, à partir du 15e, 16e siècle, mais surtout déployée à partir du 18e en Europe, qui aboutit à la Shoah, a été recyclée en Afrique. Ce qui est une tragédie pour moi, c'est de voir que ce racisme est à la base même de tout ce regard condescendant de cette équipe du magistrat Bruguière et de ses enquêteurs, parce que finalement, ils n'ont même pas fait quelque chose de simple.
écouter. Écouter ce qui se passait et prendre le temps d'écouter ce qui se passait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient sûrs qu'ils connaissaient mieux que les autres. D'ailleurs, tous les experts, moi ça m'a fort frappé après le génocide, c'est le nombre d'experts qui sont venus nous parler de ce qui s'était vécu et que je n'avais jamais vu auparavant. Donc les experts, c'est quand même une race un peu spéciale. Et ils viennent toujours du même endroit avec des budgets qui ont toujours les mêmes origines. Hein? Et j'ai vu des experts, je le dis, excusez-moi, mais c'est parce que le racisme, c'est ça. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je suis venu à Kigali durant l'automne 94. J'avais des amis ministres. Et bon, vous savez, à l'époque, être ministre, c'était avoir une voiture, on vous donnait un peu de nourriture, on vous donnait une maison. Ceux qui ont vécu ça se souviennent peut-être. Et l'argent était compté, mais au centime près, pour ne pas dépasser les budgets, d'autant que l'Europe bloquait les apports de fonds, etc. Et moi, j'ai rencontré des gens qui me proposaient leur expertise pour le redressement du Rwanda avec des per diem. Je me dis, mais où suis-je? Dans quel monde est-on avec cet univers? Le racisme, c'est ça. C'est cette façon de structurer le regard sur l'autre en disant « moi je sais, toi tu ne sais pas, moi j'ai le meilleur connaisseur d'eux, etc. » Et dans ce racisme, l'idéologie racialisante Hutu-Tutsi est un pur produit de tout ce qui a abouti à la tragédie de la Shoah. C'est un pur produit de cela. Et c'est pour ça que quelque part, à la fin du livre, je dis que l'Afrique se dégage de cela, parce qu'elle a ses propres valeurs. Si je peux rendre un dernier hommage à une personne, quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai eu le bonheur de rencontrer un monsieur d'ailleurs auquel je pense beaucoup ce soir, parce qu'il est en clinique, et il s'appelle Jean Birara. Et ce monsieur a passé des heures, je vous dis bien des heures, à essayer de comprendre, ou à faire comprendre au petit Muzungu que j'étais, ce qu'était vraiment l'histoire profonde du Rwanda. L'histoire des familles, comment ça se passait, la façon avec laquelle les Hutus étaient reçus à la cour, la fausse théorie selon laquelle il n'y avait pas de place pour les Hutus, la façon avec laquelle les problèmes de classe se passaient, les grands chants. Les grands chants. Il m'a offert un cadeau incroyable que j'ai toujours à la maison. C'est les grands chants royaux qui donnent des leçons de paix incroyables et une sagesse. Et donc, je crois, si je peux dire humblement, c'est un peu spécial de ma part d'oser dire ces mots-là parce que je n'ai pas de légitimité, sauf ma légitimité de citoyen du monde. Mais prenez possession de votre histoire. C'est elle qui va vous sauver. Et refusez tout ce fatras qui vient de loin. Merci. Monsieur Dupaquier, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question du racisme? Non, j'ai rien à ajouter après ce qu'a dit Bernard sur le racisme. Notre ennemi, c'est le racisme. Je disais déjà il y a quelques jours, dans le monde entier, il y a pas mal de gens qui ne savent pas où est le Rwanda, mais tout le monde sait ce que c'est que le racisme. Et c'est ce message qu'il faut faire passer. C'est le racisme qui a été la source de cette tragédie et qui peut en provoquer d'autres dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est à ça qu'il faut s'atteler. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer aux questions de la salle, mais avant cela, je vais laisser la parole à Monsieur le ministre, Dr Jean Damascène Bizimana. Merci Jessica. Je n'avais pas prévu de parler, c'est que... premièrement, je suis personnellement très heureux de voir l'aboutissement de cet ouvrage, parce que, comme Mengue l'a souligné, c'est un travail de longue haleine.
et où les manipulations ont été très longues et profondes. Et surtout, je me souviens personnellement à l'approche de la 10e commémoration, en 2004, où des journaux français, Le Monde et Libération, particulièrement sous la plume de Stephen Smith, sortaient le fameux dossier Bruguière, en disant qu'il y a des fuites. C'est un dossier d'attentat, un dossier lourd qui risque de faire éclater le régime de Kigali, disait-on à l'époque. Ils ont sorti en mars, le 10 mars, si je me souviens bien, 2004. C'était très bien réfléchi, c'était dans le but de gêner la 10e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Donc, la manipulation, vous la montrez très bien. La presse a été un outil largement utilisé pour cette manipulation-là. Et il est très heureux de constater aujourd'hui qu'il y a tout de même une évolution. Une évolution dans la presse et une évolution dans d'autres domaines, dans le traitement, plutôt dans la connaissance de la vérité sur le plan du génocide. Parce que tout ça vise essentiellement à mettre la responsabilité sur les victimes. Parce que le FPR est victime du génocide. Mais c'est sur le FPR à qui on veut imputer la responsabilité d'un génocide hautement planifié. Lequel génocide a été d'ailleurs reconnu par les auteurs eux-mêmes. On oublie très souvent le plaidoyer de Jacques Kambanda, où le premier crime qu'il reconnaît, c'est la responsabilité pénale individuelle en tant que Premier ministre, mais aussi la responsabilité corrective de son gouvernement, qui a préparé et exécuté le génocide. Et Kambanda incrimine même ses prédécesseurs, parce qu'il va jusqu'à dire que le génocide était planifié déjà depuis 1990 et toute cette longue période-là. Alors, ces salauds de juges Bruguière, ils oublient toute cette chaîne d'éléments probants qui montrent toute la chaîne qui amène au génocide en 1994. Donc, il est très, très heureux pour un ouvrage comme ça, qui est issu maintenant de la vérité judiciaire, qui vient s'allonger sur un certain nombre de faits. On voit toujours Regens, je pense qu'il est le seul qui tergiverse sur Twitter, sur X, avec des petits messages en disant quand même il y a l'avion. Mais il ne dit pas que l'avion a été techniquement, que c'est un dossier mort, qui est un dossier terminé, un dossier vide, un dossier où il n'y a rien. Mais c'est très important, un ouvrage comme ça, pour me résumer, il documente l'histoire. Et il s'ajoute à toute une série de vérités déjà établies, judiciairement, factuellement. Bon. Bernard est un ami de longue date. Quand j'étais dans la commission Mutsinzi, je me souviens bien qu'avec une équipe de collègues, nous sommes allés à Bruxelles. On faisait Bruxelles, Paris, New York pour essayer de trouver des documents. Et à l'époque, 2007-2008, les portes nous étaient fermées. Ils nous étaient fermés, on nous refusait accès aux documents, même des interviews. Mais heureusement, il y a quand même quelques militaires belges qui ont fait partie de la minoire, qui ont osé parler. Comme Romer, Luc Romer et autres. Donc, ils ont révélé un certain nombre d'éléments qu'on trouve également dans le dossier Bruguière, qui montre que c'est un dossier totalement politique et politisé. Ils avaient notamment quelques fiches de dépêches américaines, où ils montraient que même les États-Unis faisaient quelque part pression sur Bruguière aussi pour lui fournir un certain nombre d'éléments. Quelques Américains, ce n'était pas tout de même utilisé par l'administration américaine. Il y a des éléments. Bon, je termine en disant que voir qu'à la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, tous les dossiers à charge négatifs, vides, qui incriminaient de façon voulue, délibérée,
pour diaboliser les victimes, tous ces dossiers-là, ils ont éclaté un à un. C'est très heureux de constater ça. Payant, même s'il serait vivant, il ne pourrait plus rien ajouter. Il a tout dit. Onana, tous les mensonges qu'il avait, il a tout dit, il n'a plus rien à sortir. Régence, tout ce monde est la même chose. Le dossier Hourigan, j'ai vu que vous en parliez aussi. Hourigan, c'était un enquêteur du TPIR, soi-disant aussi qui avait mené des enquêtes spéciales. Mais on se rend compte que finalement aussi, il n'avait totalement rien. Il se basait aussi sur le témoignage, totalement vide. Donc, ce qui reste maintenant, c'est cette idéologie-là que vous avez soulignée vers la fin, qui est à l'est du Congo, où ils sont en train de remobiliser l'idéologie ethniste pour la rendre plus vivante aujourd'hui. Et j'apprenais tout à l'heure, parce que j'ai passé toute la journée au bureau, j'apprenais vers 4 heures qu'une des dames que vous connaissiez, Immaculée Katié, et son mari Emmanuel Katié, dans la nuit du 7 au 8, leur voiture et leur maison, on a mis une croix gammée là-dessus, à Strasbourg. C'est des victimes du génocide. C'est un signe. On soupçonne que ce soit des Congolais, c'est probable. Mais aussi à Strasbourg, où ils habitent, il y a toute une clique de génocidaires, dont certains d'ailleurs ont témoigné dans le dossier Bruguière, comme Faustin Hirikina. C'est pourquoi je révoque Soka. Faustin Hirikina était un ancien major des forces armées rwandaises, un ingénieur qui a fait partie des témoins clés du juge Bruguière dès le départ. Donc vous voyez, ces gens-là essaient de raviver l'idéologie à travers la crise qui reste du Congo, parce que attaquer le Rwanda aujourd'hui, ils ont épuisé tous les arguments. Donc il est très important, moi je termine en disant qu'il faut plutôt maintenant médiatiser le contenu de l'ouvrage par les sociaux médias et tous les moyens possibles, afin que cette vérité-là, qui est une vérité judiciaire, devienne de plus en plus aussi une vérité factuelle, médiatique, qui soit répandue à travers le monde. Encore une fois, merci de ne pas vous avoir arrêté à votre carrière d'avocat, parce que vous auriez pu arrêter là, en disant on a gagné, c'est fini. Mais vous avez maintenu le combat pour révéler quand même le contenu du dossier, afin de prouver la manipulation qui était dès le départ engagée et qui au final, dont on a eu un juge comme le juge Trevedich, qui a finalement montré professionnellement que ce travail-là de son prédécesseur n'était fondé sur rien. On doit aussi rendre hommage à ces juges professionnels, ces juges d'instruction, qui ont osé aller contre une vérité prétendument établie pour travailler professionnellement et nous faire arriver aux résultats positifs qu'on a eu. Merci beaucoup. Merci. Nous allons désormais passer la parole à la salle et j'aimerais ajouter que, alors que la vérité, malheureusement, a du mal à être défendue, notamment sur les réseaux sociaux, vous avez le pouvoir aujourd'hui, ce soir, de mettre un petit message, si vous avez un compte Instagram, Twitter, sur la discussion qui est en train de se dérouler ce soir. Merci. Bernard, une chose que j'aimerais demander, il y a un passage peut-être qu'on n'a pas rappelé, c'est qu'en 2008, Rose Kabuye, responsable du protocole, qui était sur la liste, se fait arrêter. Donc, ce qui m'a permis d'ailleurs d'interviewer Ruzi Biza, qui en 3 langues a tout démenti, qu'il avait payé bien et tout ça et tout ça. Donc c'était. Mais comment est-ce que le système, je veux dire, policier, à ce moment-là, alors que tous les Européens, en fait, quelque part, savent que tout ça, c'est un montage. Oui ou non? Et comment est-ce que ça se fait qu'on en arrive là? Évidemment, à partir de ce moment-là aussi, la défense a accès à peut-être des pièces qui n'étaient pas disponibles avant, auxquelles vous n'aviez peut-être pas accès. Bon, l'affaire de Rose, c'est évidemment un roman dans le roman. D'abord, il faut savoir que le mandat d'arrêt international était lancé et qu'on avait déjà essayé de l'arrêter. Donc souvent on dit oui, il y a une négociation entre le pouvoir rwandais et le pouvoir français
mettre au point un mécanisme qui, c'est pas vrai. En réalité, les juges avaient lancé les mandats en exécution d'ailleurs de l'ordonnance Bruguière et Rose se trouvait en Allemagne. Et je pense... oui, mais elle ne bénéficiait pas d'une immunité diplomatique au niveau du mandat d'arrêt international. Je ne vais pas rentrer dans les questions techniques, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'époque aussi, j'ai assisté à un truc incroyable, que je m'en souviendrai toute ma vie, qui est quand même un chef d'État, M. Kagame, qui décide d'aller voir sa chef de protocole à la prison. Comme ça, je peux vous dire que les gens ont été vachement surpris de voir débarquer le chef d'État, voir sa chef du protocole à la prison. Ça, je trouve que c'est un moment historique. Mais après, je dirais, la position de Rose a été d'une incroyable dignité. Moi, je la vois encore à la prison. Elle était tellement digne que je voyais les gardiens avancer avec beaucoup de respect à son égard. Puis, j'ai tellement de souvenirs. La négociation avec les autorités allemandes pour qu'on ne lui mette pas les menottes, l'entrée dans l'avion, comment dirais-je, les gens qui s'occupaient du catering dans l'avion, qui avaient des têtes de paracommando plutôt que de steward. L'arrivée à Paris entourée d'une centaine de CRS qui encerclaient l'avion. En même temps, j'avais un journaliste d'AFP, il s'appelle Mathieu Foulk, qui me téléphonait à l'arrivée de l'avion à Paris, qui me dit « Écoute Bernard, est-ce que tu sais ce qui se passe à Kigali ?» Je ne savais pas. En fait, il y avait 1 million de personnes dans la rue pour dire « Assez, c'est assez ». Et pour moi, ça a été incroyable de voir ça, c'était un moment, une force, hein, parce que ce jour-là, c'est comme si une population disait « Mais jusqu'où irez-vous dans la honte ?» Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de force, parce qu'alors on s'est retrouvés dans le bureau du juge, et c'était aussi un très beau moment, parce que Lev Forster c'est un vrai avocat, quoi. C'est un avocat comme il en est, comme ils sont ces deux-là qui sont là, c'est des vrais avocats. Et donc je me retrouve devant un juge, et le juge dit aux avocats, mais Rose ne comprenait pas, il dit c'est pas parce qu'on écrit dans les journaux qu'il y aurait des négociations qu'on va libérer votre cliente. Et je vois encore Lev qui lui dit donc vous voulez dire que j'ai rien à dire ici, que la défense n'a pas un mot à dire. Et Trevidic dit non, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, je ne me laisserai pas impressionner par les pouvoirs. Et alors, Lev qui avance, Rose qui était inquiète, qui se dit mais dans quel jeu je me trouve? Et puis alors, à Paris, on peut faire. Il délivre son mandat, donc le mandat de dépôt pour conduire à la prison de la santé. Et à ce moment-là, Lev me dit on peut introduire un appel tout de suite. Donc on a introduit notre appel. Et je ne sais pas si vous savez, on peut plaider dans l'heure devant un autre magistrat la régularité du mandat. Donc à 22h30, on a été plaidé pour Rose devant un autre juge avec un autre membre du parquet. Une plaidoirie, moi j'en suis encore tout remué, jusqu'à minuit. Et à 2h, 2h30 du matin, le juge nous convoque et dit bon, on avait quand même préparé le problème et on avait trouvé une possibilité de résidence pour Rose en dehors de Paris, dans une maison surveillée avec des garanties, etc. Donc on n'était pas venu les mains vides. Et le juge dit j'accepte à votre demande. Et je me rappelle qu'on avait plaidé. Moi j'avais beaucoup plaidé. Je dis donc vous vous rendez compte que ici vous avez Agathe Habyarimana concernée, qui est en totale liberté pendant des années, et vous voulez traiter comme une faveur la mise en liberté de cette dame qui est concernée par un dossier que l'on découvre et dont on a la conviction absolue
qu'il n'y a rien dedans. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Et ce magistrat, il nous a donné gain de cause. Et donc, à 3 heures du matin, je pense que tu étais là, on a dansé sur le pont de l'Alma, les danses guerrières des femmes rwandaises. Vous imaginez, ça c'est un souvenir. Jamais je n'oublierai. Mais comment ça se fait que l'Allemagne, enfin, est-ce que ce mandat a été valable? On a décidé de ne pas refuser l'extradition. Ça, c'était un choix qu'on a fait à ce moment-là, pour ne pas avoir l'air de créer l'idée qu'on a peur du dossier. Parce qu'on aurait pu poser plein de questions et avoir le débat sur la pertinence du mandat d'arrêt. Mais non, on s'est dit, si on fait ça, on va croire qu'on a peur du contenu du dossier. Et donc, Rose a accepté d'être transférée à Paris. Voilà l'histoire. Une très belle histoire. Je la salue d'ailleurs, parce que c'était un moment incroyable. Merci. Je suis Noki Djedanum du groupe des écrivains Rwanda écrit par devoir de mémoire. Je vous remercie pour toutes ces informations sur la vérité qui est dite. Mais je suis quand même un profane en matière judiciaire et je considère qu'en vous écoutant que l'affaire de cet avion est close. C'est une affaire, il y a un non-lieu, n'est-ce pas? Alors, malgré ce non-lieu, prolifèrent des journalistes que vous avez cités, hein, comme Stephen Smith, Onana, ou des chercheurs comme Gishawa, etc. Et je me demande s'il n'y a pas une possibilité, comment attaquer des personnalités de cet ordre qui, au fait, servent une idéologie négationniste. Ils sont sur la théorie du doute. Est-ce que, en matière juridique, judiciaire, la théorie du doute, le négationnisme, y a-t-il des mécanismes pour contrecarrer, porter plainte? Et cela m'amène donc à la situation à l'est du Congo. L'histoire se répète. Vous nous avez fait voir des documents, etc. Et on se croirait en avril 1994. Alors, et personne ne dit rien, et la communauté internationale ne réagit pas, et même l'État rwandais, je ne sais pas, du côté du Rwanda, qu'est-ce qui est possible, même si ce n'est pas l'État rwandais, du côté de la société civile, quelles sont les actions qui sont menées? Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations à ce sujet, alors que un génocide se perpétue là sous nos yeux. Donc, je me pose la question. La dernière question, c'est, j'étais donc à la conférence internationale le vendredi dernier et M. Dupaquier a beaucoup insisté, et ce soir encore, vous avez insisté sur la question du racisme. Et on ne dit pas le racisme anti-noir, en fait. C'est ça la vérité, le racisme anti-noir, qui est à la base de tout. Mon dernier livre, Le rêve de Thomas pour l'humanité, je l'ai écrit juste après la mort de George Floyd. Et pour nous, Africains, en fait, j'ai la prétention de parler au nom des Africains, excusez-moi, on se sent assez éloigné des questions de racisme, en fait. On a l'impression que ça ne nous concerne pas. Parce que on dirait que la question de racisme est une question qui se passe en Occident. Ce qu'on vit actuellement, par exemple, en France, c'est cette histoire de la chanteuse Aya Nakamura, pressentie pour chanter aux Jeux Olympiques. Et c'est un débat national en France. Et ça traduit tout simplement la question du racisme. Mais il n'y a aucune réaction en Afrique. Il n'y a aucune réaction en Afrique. Alors, je ne sais pas à quel moment, nous, Africains, on va comprendre la question du racisme qui nous concerne directement. C'est notre problème à nous d'abord. Mais c'est rare que des Africains réagissent par rapport à la question du racisme. Et pour finir, vous avez cité Christiane Taubira, mais très rapidement. C'est quand même, elle représente une grande figure noire en France. Et je ne sais pas pourquoi vous l'avez citée, mais en fait, vous n'avez pas expliqué pourquoi vous l'avez citée assez rapidement. Voilà ce que je voulais savoir. Merci. Alors, je vais commencer par Christiane Taubira. Donc, quand on a perdu en première instance,
Christiane Taubira a demandé à pouvoir nous rencontrer. Donc nous avons déjeuné avec elle place Dauphine, chez Paul, c'est le nom du restaurant. Et nous avons évoqué avec elle le dossier, nos difficultés, etc. Et bon, elle était déjà très, très, très connue. Elle n'était pas encore ministre. Et puis on a l'audience devant la cour. Et je vous dis, cette audience-là restera forte dans ma tête. J'ai cru sentir le poids de l'apartheid. Et ce que j'ai trouvé beau chez elle, et puis bon, je ne la connais pas plus, mais elle m'a touché. C'est qu'elle est arrivée à l'audience, et c'est une audience qui a commencé, je crois, en début d'après-midi, qui s'est terminée très tard le soir, si ma mémoire est bonne, vers 22h ou 23h, comme ça se fait en France. Et elle est restée tout le temps assise là, au milieu des siens, au milieu, à suivre, avec modestie, et à ne pas perdre une goutte. Je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Donc, je lui en suis très, très reconnaissant. Après, un politique est un politique et un avocat est un avocat. Donc, je ne fais pas... Bon, je préfère rester avocat. Alors, sur ce que vous dites, c'est vrai que la profondeur du... Évidemment, en Europe, on a vécu la Shoah. Et l'antisémitisme qui a... J'ai pas envie de... Je ne suis pas de la communauté juive, mais c'est évidemment un bouleversement absolu dans l'histoire de la communauté européenne. Mais vous dites vrai, c'est-à-dire que la couleur de la peau a structuré quelque chose qui vient depuis des siècles. Et que être noir, c'est toujours être stigmatisé. Et ce qui m'a frappé dans mon quotidien d'avocat, je ne viens pas d'une famille plus magnifique que les autres, je viens d'une famille d'origine modeste, mais ce qui m'a fort frappé j'avais une seule chose, j'avais un papa qui me disait toujours, il ne faut pas croire ce que disent les anciens du Congo, c'est faux, il faut croire en Lumumba. Donc moi je suis arrivé, la seule truc que j'avais dans ma tête, il faut croire en Lumumba. Bon. C'est comme ça que je suis arrivé au Rwanda, je vous jure, j'avais pas... Si, j'avais lu. Mais la question de la différence de peau a pesé et pèse encore aujourd'hui, avec une force que personne ne peut imaginer. Et elle renaît en Europe, elle renaît aux États-Unis, et ce qui me fait le plus mal, c'est quand elle renaît entre Africains. C'est ça le signe que j'ai voulu faire. C'est de dire, mais imaginez que aujourd'hui le populisme suprémaciste joue à l'est du Congo, entre des peuples qui ont une tradition, qui ont une histoire, une civilisation. Et vous savez, les mots que je prononce ici, je les ai prononcés à Kinshasa il y a quelques semaines, quand j'étais faire ma conférence de presse à Kinshasa, pour dire cette société de l'empathie et du respect, il n'y a pas de supériorité des uns sur les autres, c'est un fondement de civilisation. Et ce n'est qu'en structurant quelque chose ici et en éradiquant ces logiques racialistes qui sont portées par des hommes politiques et parfois par des gens qui sont dans l'appareil d'État, parce que bien entendu le processus génocidaire est facilité grandement quand l'appareil d'État se met en mouvement, ce qui est le cas à l'est du Congo. Mais donc il faut travailler à éradiquer ça. Et la tragédie que je trouve, comme homme, comme citoyen du monde, ma tragédie, c'est de voir que cette racialisation est une idéologie importée. La question Tutsi est importée
de cette théorie raciale et qu'elle joue entre Africains. C'est insupportable. Voilà, c'est ça que j'essaye d'exprimer, peut-être parfois maladroitement, mais c'est vraiment ça. Et c'est pour ça, vous savez, j'ai des amis congolais, Bachi, Babembe, Emma, de toutes origines, Teke, des gens du Bas-Congo, des gens qui partagent ces valeurs universelles. Et c'est ça à quoi on doit travailler sans se faire piéger par ceux qui reproduisent la racialisation. Sur la question judiciaire, d'attaquer, comment Ah oui, excusez-moi, oui. Alors, évidemment, moi, je suis confronté à une question terrible que vous posez. Si on voulait faire des procès, on passerait sa vie à faire des procès. Tellement on croise des raisons de mener des procédures. Donc, il faut pouvoir économiser ses forces et porter le fer là où on peut le porter, et tous ensemble. Moi, c'est ça qui m'importe. Je vous donne l'exemple d'Onana. Je le surnomme le Gobineau africain, et donc le théoricien de la racialisation à l'africaine. J'ai beaucoup d'amis Banyamulenge qui m'ont demandé est-ce qu'on ne ferait pas un procès à Paris contre lui. Et puis on a réfléchi, et je vais vous dire qu'il faudrait des moyens considérables pour mener le procès à Paris. Or, on ne disposait que de quelques semaines à dater de la publication de l'ouvrage. Il aurait fallu créer une équipe et directement avoir tous les récits pour pouvoir construire une plainte qui soit introduite dans le délai pour les délits de presse. Vous voyez ? Et donc, ça représente beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts collectifs. Et finalement, on a décidé qu'on allait mener le combat médiatiquement, sans rien lâcher par rapport à ça. Mais bon, ça, ce sont des choix. Et de nouveau, ces choix-là, je trouve que c'est les hommes et les femmes qui sont concernés qui les décident. C'est pas... Mais je vais vous donner un autre exemple qui nous tient fort à cœur pour l'instant, et vous allez comprendre ce que je veux dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Tutsis qui sont dans les prisons à Kinshasa. Et j'ai été leur rendre visite à Makala. Je les ai rencontrés. J'ai rencontré Lazare, qui est un homme très sage, de Minembwe, qui était un porteur de paix, qui est arrêté, qui est là, qui est resté à la DEMIAP. J'ai rencontré des gens qui ont beaucoup souffert. Alors on se dit, on est avec un moment un peu particulier, puisqu'on a levé le moratoire sur la peine de mort. Un certain nombre d'entre eux pourraient être un jour jugés et condamnés à mort pour trahison. Et d'autre part, les traitements qu'ils ont subis à la DEMIAP sont des traitements que je ne souhaite à personne, parce que j'ai un monsieur, il est resté pratiquement 1 an sans voir sa famille, sans voir ses avocats, uniquement dans les locaux de la DEMIAP. Dormant même le sol, enfin des conditions de détention inadmissibles. On se dit on doit à tout le moins organiser une défense qui fasse que ces gens reçoivent une visite 1 fois par mois. Encore faut-il avoir les moyens pour payer un avocat qui aille à Kinshasa 1 fois par mois visiter ce groupe de clients. Alors j'ai une exigence intérieure qui est à moi, hein, c'est qu'on pourrait faire du fundraising, mais j'ai fait un choix depuis des années, donc depuis le début des années 90, qui était de dire jamais, je ne serai jamais un monsieur des ONG, jamais un monsieur financé par l'Union européenne ou des trucs pareils. Non, moi je suis avec le peuple pour lutter. Mais ça
coûte beaucoup dans mes soirées et ça coûte, je dirais, beaucoup de continuer le combat. Et par exemple, on est en train de réfléchir pour essayer entre nous de créer avec la diaspora Tutsi peut-être un petit fonds, mais pour mettre quelques centaines d'euros tous les mois, rien que pour aller les voir. Puis je voudrais bien qu'on puisse déposer une plainte au comité contre la torture pour soulever le problème du comportement des dirigeants de la DEMIAP. Donc il y a des choses qui sont en réflexion, mais à chaque fois, c'est un travail. La petite plainte, là, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait comme boulot, les fiches techniques qui sont préparées, je ne sais pas, il est là, Eliezer, qui m'envoie tous les jours ces fiches techniques, bien tout cartographier, et puis construire une plainte avec tout ça. C'est un gros boulot, Voilà. Merci. Il y avait une question de ce côté-là. Plus de micro. Merci beaucoup. Je m'appelle Kyosano Ali et j'aime toujours commencer par dire je vous salue au nom de la majorité, car vous savez, au Rwanda, démographiquement, beaucoup de jeunes sont en ce moment la majorité. En parlant de cette jeunesse, je me disais justement comment vous parlez de ce racisme, vous parlez de cet héritage, je pense, colonial, que justement la jeunesse européenne peut-être est prise en otage finalement. Comment vous pensez, vous en tant qu'avocat, ou vous, monsieur Dupaquier, je pense en tant que journaliste, si j'ose dire cela, quel est le rôle que vous faites pour ces jeunes journalistes européens, ces jeunes avocats européens et européennes, pour aussi façonner leur esprit? Parce que ça, c'est leur héritage. Et comme vous savez, un héritage, moi j'ai connu des gens des gens de ma génération, mais européens, qui disent non. Moi, je me rappelle quand Bruguière sort ce fameux, ce qu'il a sorti, les gens de ma génération voyaient ça comme une vérité quasiment dogmatique, car la justice en Europe est indépendante, donc vraiment. Donc moi, je me dis, comment vous croyez, quel est le rôle finalement de personnes comme vous à transmettre cela vraiment à la jeunesse européenne, parce que c'est eux qui vont aussi prendre ce flambeau. Quand vous voyez Madame Mouisa qui est là, ou moi, on est ici. Nous, dans la diaspora, en tant que Rwandais, on fait de notre mieux. Mais je me dis comment, finalement, face à un semblable qui est vous ou vous, je crois que cette jeunesse européenne peut être aussi deux fois plus réceptive, car il y a cette expertise qu'ils ont lue d'autres, qui sont des négationnistes. Et pour eux, souvent, ils voient ça quasiment comme de la science infuse, comme vous l'avez si bien souligné. Donc, vraiment, je me demandais quel serait, vous pensez, pour vraiment briser, c'est une gangrène, comme vous le savez, ce racisme, mais c'est un héritage. Donc pour déconstruire cela, je me dis, quel vous pensez? Est-ce que c'est aller dans certaines écoles de droit et en parler et dire vraiment, questionner, même quand vous voyez un expert? Car comme vous l'avez bien souligné, j'étais très jeune, je n'avais que 4 ans, mais moi plein de mes aînés, rwandais et rwandaises, me disaient comment des experts vouaient le Rwanda à l'échec, des experts vouaient le Rwanda à, faudrait qu'on crée un Tutsi-land et un Hutu-land. Donc je me dis, encore une fois, ces experts l'ont dit, mais ces experts ne sont pas venus s'excuser et dire « Ah, on s'est trompé ». Donc, pour faire simple ma question, quel est le rôle de la jeunesse européenne et quel est le rôle pour vous de transmettre dans des écoles de droit ou des écoles de journalisme l'importance de toujours questionner. Merci. C'est pour vous la question? Je continue. Alors, d'abord, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Peut-être plus important que mon rôle. Je pense que vous avez ici au Rwanda des anciens dont vous avez beaucoup à recevoir. Je pense que ça m'a toujours marqué. Je vous ai expliqué qu'au fond, au début des années 90, quand je suis arrivé avec un petit mot d'un directeur d'école qui m'a emmené chez un monsieur. Et c'est ce monsieur qui m'a trouvé sympa. On a été au bord du lac Kivu, on a écouté de la musique classique et on a regardé les pêcheurs au bord du lac.
on a parlé de culture, on a parlé du monde. Et il m'a dit, tu sais, ce qu'on dit en Occident ou en Europe, surtout en Belgique, sur le pays modèle qu'est le Rwanda, c'est tout à fait faux. Et il m'a raconté tout le récit. Mais après, et c'est le grand cadeau de vie qu'il m'a fait, il m'a raconté comment Rodairoy a lutté contre la ségrégation Hutu-Tutsi. Comment il a pris des jeunes quasi en adoption, il les a formés. Comment les systèmes familiaux se construisaient. Comment les décisions essentielles se prenaient à la cour en unifiant les grands chefs Hutus et les grands chefs Tutsi. Où se trouvaient les limites, comment on montait jusqu'au Rutshuru, quelles sont les familles, etc. Donc, il m'a fait découvrir un monde et une culture. Et moi, je pense, au fond de moi-même, que cette sève-là, on ne l'exploite pas encore assez. N'ayez aucune crainte, vous êtes riche de votre culture. Et elle vous donnera les clés de votre déploiement futur. Mais je crois que la question, c'était surtout pour En les Europe. jeunes Européens. Oui. Alors, je vais continuer. La deuxième observation, c'est que au niveau européen, je crois qu'on est confronté aujourd'hui à un incroyable défi parce que la jeunesse européenne est attirée par les discours racialisants. Ce qui est incroyable, c'est que finalement la génération des vieux est toujours portée par le traumatisme historique de ce qui s'est passé, tandis que la jeunesse entend les sirènes. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à lutter, parler, transmettre, éduquer. Je pense qu'à côté de la question du judiciaire, qui est l'organisation symbolique du monde, le judiciaire, c'est l'entrée en parole pour la canalisation de la violence. À côté de ça, il y a l'émergence de la culture. Et l'émergence de la culture, elle passe évidemment par le littéraire, par la musique, par la transmission. Donc il faut rester totalement à la disposition. Moi, je viens d'une famille du mouvement social. Mon père m'avait dit « Nous sommes des militants jusqu'au dernier jour de notre vie. » Voilà. Mais je dois être un militant jusqu'au dernier jour de ma vie. Merci. On va prendre une dernière question et ensuite il y aura des rafraîchissements juste dehors à droite de la salle. Oui, bonsoir, Diogène Nalindwa, comédien. Que je me rapproche. Là? Je sais pas, ok. Désolé. Je ne peux pas parler ni au nom de ta majorité, parce qu'elle ne me reconnaît plus. Donc, encore moins au nom d'une quelconque minorité, mais je parle au nom de moi-même. D'abord, dire mon émotion de voir certaines personnes en un moment aussi particulier, qui est pour moi comme un couronnement, un épilogue dans certains combats, dont je ne peux pas me contenter. Donc la sortie de ce livre, c'est pour moi plus qu'un couronnement de quelque chose. Un combat, ça suppose des combattants. Jean-François Tupaki en fait partie. Gaston Ndoba en fait partie, et d'autres, et d'autres. Donc je suis particulièrement heureux de ce moment. Ma question, c'est juste, même pas une forme de question, mais je ne sais pas. C'est un combat qui a usé, et certains de ces combattants ne sont plus. Et ça a produit une génération à laquelle je fais partie sans forcément être une majorité. Une génération de combattants sur le terrain notamment de la mémoire, sur le terrain de la culture et des arts. Et ça nous a rodés, et ça nous a usés. Et cette génération-là, les Onana, les Payants et compagnie, sont en train, pour certains d'entre eux sont déjà partis. Et
Ma question, c'est, nous sommes rodés et nous attendons des profils à la Onana, mais pire encore que eux. Et s'ils ne sont pas là, on se sera peut-être entraîné pour pas grand-chose. Et donc, j'espère que le départ de ces gens, j'ai assisté avec une certaine délectation à la veille des 30 ans de la commémoration de cette année. On n'a pas vu cette avalanche de ces pseudo-intellectuels experts pour un souci de débats contradictoires, de voir les Onana. Ils sont devenus comme des proscrits d'antenne ces derniers temps. Et ça, on s'en réjouit. Mais je partage juste une certaine forme pas d'inquiétude, mais demain, s'ils ne sont pas là, j'espère que ça ne va pas nous ramollir. Et tant mieux. Merci. Je ne pense pas que nous aurons ce problème, mais je vous laisse répondre, Monsieur Minguin. Alors, bon, je vous dis tout de suite, je suis un peu moins optimiste que vous concernant Onana. Et j'en veux pour preuve que ce bonhomme, alors ça il faut le faire aussi, a pris la parole à l'université de Kinshasa et avec à ses côtés le recteur de l'université et à ses côtés un monsieur que j'aimerais bien un jour voir devant les cours et tribunaux, qui s'appelle Julien Paloukou, qui a été gouverneur du Nord Kivu, contre lequel j'ai quand même quelques œufs appelés avec des familles du Nord Kivu qui ont souffert de son comportement et qui aujourd'hui est ministre. Et donc c'est Julien Paloukou qui promeut Onana à Kinshasa. Et donc il faut imaginer que des dizaines, des centaines d'étudiants reçoivent un discours qui est un tout petit peu différent de celui que je vous tiens ce soir. Donc, ne croyez surtout pas qu'on n'a pas besoin de vous. Et d'ailleurs, je vais vous dire que l'affaire Péan m'a fort marqué parce qu'elle m'a fait, au moment où il y a eu ce dossier Péan, j'ai évidemment beaucoup travaillé toute la question de la lutte judiciaire contre l'apartheid, la lutte judiciaire contre le racisme, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour arriver à un résultat, il faut des générations et des générations de gens qui luttent. Donc, nous ne sommes que des passeurs. Nous sommes un point de passage dans l'histoire des civilisations et des êtres humains. Donc, si on accepte cette condition terrible et donc d'arrêter le mythe de celui qui résout tout, le seul cadeau qu'on peut faire aujourd'hui, c'est surtout de donner le témoin et d'avoir des gens qui ont les têtes bien faites, bien pleines, et surtout, une chose qui fait défaut en beaucoup d'endroits, c'est le courage. Dites-vous bien que la question du courage, et vous la vivez dans beaucoup d'endroits, le courage, c'est savoir que je risque quelque chose pour mon honneur, pour mon argent, pour ma vie, et malgré tout, je prends le risque d'y aller. Et ça, je crois que c'est quelque chose il faut qu'on cultive le courage et qu'on cultive ces valeurs profondes, et puis qu'on cède le témoin, et la génération future continuera. Nous, on s'en va. Et vous êtes là. Merci beaucoup pour ces mots de la fin, magnifiques. Vous aurez l'occasion de continuer à parler avec l'auteur et à vous procurer son livre aussi à l'extérieur. Merci Monsieur Minguin, merci Monsieur Dupaquier, merci Madame la Ministre Sandrine Omotoni, merci Monsieur le Ministre Dr Jean-Damascène Bizimana. Demain, nous aurons d'autres cafés littéraires à la librairie de Kigali, 10h du matin, Hélène Dumas, 18h, l'équipe de Rwanda Écrire par devoir de mémoire. Et le 10 aussi également, ici à Guis aussi. Merci à tous.